Il y a des histoires que les Volca Fenrica n'osent pas chanter. On dit que Fenris est un monde de morts, mais la vérité est plus profonde que les océans volcaniques et les lunes prédatrices. Sous la glace, sous les racines du fang, il y a des voûtes plus anciennes que le regard de l'Allfather. Certaines ont été sculptées par les mains de la première meute de Ross, d'autres ne l'ont pas été. Les Space Wolves sont des chasseurs, des guerrieras d'honneur, liés par la saga et la famille. Mais même eux ne nomment pas chaque chose qu'ils ont tuée. Certains hurlements ne sont jamais entendus. Certains échos ne reviennent pas des profondeurs de la montagne. Lorsqu'un frère disparaît au bord d'un rêve et que l'air sent la cendre sous le givre, ils se tournent vers le feu et ils attendent. Voici l'histoire de Volcar, un prêtre runique marqué par les étoiles, et de l'escouade qui l'a suivi dans le ventre des Crocs. Pas pour la gloire, pas pour la vengeance, mais parce que le Fang lui-même avait commencé à respirer. Ce n'est pas une saga que l'on retrouve dans les chansons. Elle n'est pas racontée autour de l'âtre, mais certains se souviennent encore. Le hurlement qui ne venait pas d'un loup. Je ne voyais pas la lune. Je pensais que le ciel l'avait avalée, mais le hurlement continuait. Ce n'était pas notre famille, pas Wulfen, ni même une bête. Il s'est lamenté, et puis il a écouté. Le fichier se termine par 14 secondes de battement de cœur statique. Cet enregistrement a été récupéré près des vestiges d'un centre de téléportation inactif sous The Fang. L'air était sec, il n'y avait plus de givre. Aucun corps n'a été trouvé, seulement un morceau de granit griffé et une chaîne de saga speaker portant encore son nom. Les runes étaient illisibles. La distorsion ne les a pas récupérées. La montagne a simplement cessé de les contenir. Ceux qui ont examiné le registre n'ont signalé aucune anomalie, mais aucun n'est retourné dans les mêmes quartiers cette nuit-là. Chacun s'est installé dans un hall différent. Aucun n'a expliqué pourquoi. La montagne attend toujours. Et le silence qui l'entoure se souvient. Fenris resta silencieux. Pas comme le vide est silencieux. Pas comme la mort rend une chambre immobile. C'était le silence de quelque chose qui respire sous vos pieds. Ce matin-là, l'air au-dessus des flèches des Crocs avait un goût de cuivre. Pas de sang, exactement. Juste assez proche de la mémoire. L'initié Brahen fut le premier à disparaître. Il avait été chargé de patrouiller dans la neige le long des crêtes extérieures, au-delà de la 9e pierre de marquage, là où les vents soufflent mais ne mordent pas. Son Vox-Link s'est éteint au milieu de l'enregistrement. Pas d'appel de détresse, aucune fusée de distorsion, pas d'écho. Lorsque la seconde meute atteignit ses dernières coordonnées, la neige était intacte. Même son odeur avait disparu. Les prêtres runiques n'ont rien dit. Les seigneurs loups supposèrent que la tempête était responsable. Fenris ne pleura pas les disparus. Mais Volcar, qui avait formé Brahen aux formes de l'âme et à la tradition du foyer, entendit quelque chose cette nuit-là. Le vent sifflait étrangement à travers les hautes canines de la façade du Fang. Un second son, en dessous, pulsait faiblement et de façon irrégulière, comme un grognement attendant de se transformer en mots. Volcar ne dormit pas. Le feu dans sa chambre oscillait comme si quelque chose était passé près de lui, mais aucune ombre ne suivait, seulement l'odeur de la vieille fourrure et de la pierre froide. Au matin, son haleine avait un goût de rouille. 3 autres initiés disparurent dans la semaine. Leurs affectations avaient été dispersées. L'une dans l'observatoire, l'autre dans les tunnels de la colonne vertébrale, la 3e près des chambres d'écho utilisées lors des rites Morkai. Aucun signe de lutte. Pas d'équipement dérangé. Pas de sang. Chaque disparition s'est produite pendant les heures de clarté et à chaque fois, le vent s'est levé à l'extérieur juste avant le dernier contrôle Vox. Volcar a commencé à parcourir seul les anneaux de la voûte extérieure. Il n'a pas signalé ses mouvements. Il n'en avait pas besoin. Son rang et son don de Weird
lui donnait une marge de manœuvre que la plupart des autres craignaient de remettre en question. Il portait son manteau runique à même la peau et une torche faite non pas de lumière, mais de suif allumé à l'os. Un vieux rite, plus ancien que la plupart des gens ne s'en souviennent. Certains disaient qu'il était resté trop longtemps sans pèlerinage. D'autres murmuraient qu'il n'était pas revenu complètement de son dernier voyage au cœur d'Assaheim. Mais personne ne le contesta lorsqu'il se tint silencieux au bord de la voûte de la chapelle et ne demanda rien à l'Allfather. Il se contenta d'écouter. Il commença à entendre les hurlements plus clairement la troisième nuit. Ils sont apparus pendant l'intervalle entre la troisième et la quatrième veille, lorsque même les plus jeunes se souviennent de ne pas parler à voix haute, à moins d'être convoqués. Le son était grave et long, lointain, sans source. Pas Wulfen, pas Fenrisien, pas même Lupin. Le hurlement s'infléchit à la fin, se recourbant sur lui-même comme un nom mal mémorisé. D'autres ont commencé à l'entendre aussi. Un skald nommé Grévi prétendait entendre des chants derrière elle, comme des voix enfouies dans le vent. Il n'a pas dit cela avec crainte. Il l'a dit comme si cela lui faisait mal de se souvenir. Les initiés ont cessé de se rassembler autour du foyer central la nuit. Ce n'est pas un ordre. Ils se promenaient simplement moins. Les plaisanteries devinrent plus courtes. Les récitals de sagas trébuchaient plus souvent, et personne ne les corrigeait. L'air des salles basses a changé. La chaleur s'est attardée plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Les forges crachotaient au milieu des récitations. La statue de Ross dans le Reclusiam commença à dégouliner d'humidité des yeux, comme si la glace s'était mise à pleurer sans dégeler. La cinquième nuit, Volkar convoqua son ancienne équipe. Ils se rassemblèrent dans la salle des boucliers pâles, chacun assis sous son propre blason, sans armure, sans armes, juste le silence de la familiarité. Aucun ne prit la parole immédiatement. C'est Kaleg, le plus âgé d'entre eux, qui rompt le silence. Nous n'avons jamais entendu ce son pendant les guerres tyrannides, pas même en orbite, pas sur Cadia, jamais d'une bouche autre que celle faite de chair et de rage. Volkar acquiesce. Ce n'est pas une bête, a-t-il déclaré. Elle veut l'être, mais elle se souvient de ce qu'elle était. Morda, le berserker aux yeux de feu qui avait un jour jeté à la main un sorcier du chaos dans une fosse glaciaire, parlait plus lentement que d'habitude. « Sommes-nous chassés ?» ?»« Non, » répond Volkar. « Nous sommes en deuil. » Les mots restèrent suspendus dans l'air plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Les runes gravées sur les murs de la chambre bourdonnaient légèrement. Elles étaient destinées à enregistrer des sons pour les sagas. Aucune d'entre elles n'avait été activée. Plus tard dans la nuit, Volkar s'assit seul sous la pierre de serment de la première chasse. Il s'agissait d'une relique censée saigner à l'approche du déshonneur. Elle ne saignait pas. Mais quelque chose a bougé en dessous. Pas un tremblement. Un déplacement. Il posa sa paume sur la pierre. La chaleur qui s'élevait dans la paume de sa main était sans équivoque, la vie ou quelque chose d'approchant. Mais elle ne battait pas comme Tom un cœur. Elle pulsait comme un nom que l'on oublie. Lorsqu'il retira sa main, des runes s'étaient formées au bout de ses doigts. Pas ancrées, pas de cicatrices, juste présentes. Comme si elles avaient toujours été là. Il a prononcé les mots à haute voix. Et loin sous le fang, quelque chose a répondu. Le prêtre runique Volkar ne rêvait pas comme les mortels. Pour la plupart des guerriers de Fenris, le sommeil est un lieu de mémoire et de gel. Un repère de vieille chasse. Le grondement des vagues sous un ciel d'aurore. Des batailleurs rejoués avec des lances aiguisées par la jeunesse et le feu. Mais pour Volkar, qui avait touché le Wyrd, qui portait la marque psychique de la guerre la plus profonde de l'Allfather, le sommeil n'était pas un passage vers l'intérieur. C'était une hémorragie vers l'extérieur. Chaque rêve entraînait ses pensées dans des marées plus profondes, là où les esprits touchaient les esprits, et où les visions marchaient sans chaussures sur les âmes des morts, à travers les runes de flammes,
À travers la pierre mémoire, il avait parcouru de nombreux chemins de vision. Il avait traversé les couloirs de ses ancêtres dans une lumière en forme de loup et écouté la colère de Ross gravée dans les flammes. Il avait lu des futurs écrits dans la vapeur de sang et entendu les rires des anciens dieux résonner dans la distorsion. Mais rien ne l'avait préparé à cela. Même les sagas ne parlent pas d'une flamme qui regarde en arrière. Le foyer de sa chambre s'est refroidi. C'était le premier signe. Il n'y avait eu aucune rafale, aucun souffle de vent dans la cheminée, aucun manque de combustible. Les bûches brûlaient encore. Leur forme était restée telle qu'il l'avait laissée, arrangée avec un soin cérémoniel. Chaque branche provenant des bosquets sacrés de pins noirs de Kvarnheim, chaque bûche étant reliée à une toile cirée marquée de glyphes de feu. Pourtant, la flamme avait changé. Elle ne vacillait plus. Pas de sifflement, de craquement de sève ou de suif en fusion. Les bûches n'avaient pas noirci. Elles n'avaient pas bougé du tout. La flamme brûlait en un cercle parfait, plat, immobile. Une pièce de lumière rouge or se pressait sous les pierres basses du plafond. Elle ne projetait pas d'ombre. Elle n'oscillait pas avec le souffle ou la chaleur. Il s'est contenté de regarder. Il la fixa longtemps après l'heure de repos. Il cligna des yeux une fois et se retrouva dans la salle des runes. La chambre n'aurait pas dû lui revenir. Il n'y avait pas mis les pieds depuis son initiation sous la lune de sang de ses rites d'ascension. Ce souvenir, gravé par la sueur et l'épreuve sacrée, était resté scellé par le rite et le jas. La salle n'était destinée qu'à la première flamme. Jamais plus. Mais elle se tenait là, inchangée et pourtant fausse. Ses piliers sculptés étaient plus hautes qu'auparavant, et le souffle du givre s'accrochait non seulement au sol, mais à l'air lui-même. Les torches s'allumaient faiblement, ne diffusant aucune chaleur. L'air résonnait de quelque chose d'humide. Pas de la pluie, pas des gouttes d'eau. Le bruit de poumons pressés trop près derrière lui. Quelque part dans le givre, des pas craquaient, non pas sous le poids, mais sous l'effet de l'âge. Quelqu'un d'autre y respirait. Volkar se retourne pour faire face à la présence. Mais il n'a vu que le feu à nouveau. Ce n'était pas une vision, pas vraiment. Dans le Word, les visions laissent des traces, des signes à lire. C'était une boucle, un piège dans le voile, un cercle qui refusait de s'ouvrir. Il tendit la breloque à son cou. Un croc, jauni par le temps, sculpté de runes de flammes. Il lui avait été offert par son mentor, Jorvald, avant sa dernière chasse dans l'œil de la terreur. Jorvald n'était pas revenu, mais son croc l'avait fait. Il avait été récupéré dans les ruines d'un sanctuaire perdu dans le feu de la guerre. Il n'y avait plus de sang dessus, seulement de la suie et du silence. Volkar pressa le croc entre le pouce et l'index. Il s'est fissuré. Il n'y avait pas de son, aucune pression. Il s'est brisé comme si une force en lui avait retenu sa forme trop longtemps, comme si la mémoire emprisonnée à l'intérieur s'était finalement échappée. Son souffle se bloque dans sa gorge, pas par peur, de la reconnaissance. Ce n'était pas un rêve, il s'agissait d'une observation. Quelque chose derrière le voile s'est penché en avant, pas atteint, pas touché, juste incliné, comme pour mieux voir. Le lendemain, les initiés étaient plus silencieux, pas par discipline, pas à cause du commandement. Il y avait quelque chose dans l'air entre eux, plus que de la peur. 4 d'entre eux avaient fait des rêves cette nuit-là. Chacun était allé dans des salles différentes. Chacune avait été confiée à un scribe du feu différent. Pourtant, lorsque les mots furent lus à haute voix le lendemain matin, ils se reflétèrent l'un l'autre. L'une rouge, qui ne projetant pas de lumière. Une rivière sous la pierre qui chante. Des flammes qui murmurent des noms erronés. La formulation diffère, mais pas l'essence. Il ne s'agissait pas de simple terreur nocturne, il s'agissait d'échos. Les scribes, qui ne savaient pas comment interpréter les visions, inscrivirent les contes à l'encre noire et non rouge. L'encre noire était réservée aux événements dont la signification rituelle était ambiguë.
signe non vérifié, présage non encore attribué à la faveur ou à la fureur d'un dieu. Volcar a lu chacune d'entre elles. Aucun ne s'est parlé, aucun n'avait partagé ses quartiers, mais chacun l'avait ressenti. Il a rassemblé 3 frères de bataille de son ancienne compagnie, des vétérans, des gens de confiance. Ce n'étaient pas des sangs verts. Ils avaient marché avec lui dans les mâchoires des mondes démoniaques et s'étaient tenus à ses côtés lors des campagnes de la Death Watch. Morda, qui portait une cicatrice qui fendait son cuir chevelu de l'œil à la couronne. Jarn, qui ne parlait jamais, mais dont le palmarès était digne d'une saga. Et Béoric, à la main ferme et au regard creux, dont la foi n'était pas fervente, mais inébranlable. Leurs armures portaient dans des éraflures provenant de tous les coins du Segmentum Obscurus. Leurs visages ne vieillissaient pas, mais ils portaient le poids de la compréhension. Ce poids les accompagnait maintenant, sans mot dire, dans les profondeurs des Crocs. Sous les voûtes de la famille de Ross, au-delà des salles des statues et des cryptes scellées des morts honorés, il y avait des tunnels. Tous n'étaient pas marqués. Certains portaient des sceaux si anciens qu'aucun artificier ne pouvait se rappeler qui les avait gravés. D'autres brillaient faiblement, non pas grâce au pouvoir du Mechanicus, mais grâce à quelque chose de plus ancien, des sceaux gravés non pas pour l'œil, mais pour la mémoire. Ici, la pierre a changé. Le mortier était parcouru de veines d'os d'or. Pas du minerai, quelque chose d'autre. Lorsque Volcar posa la paume de sa main sur l'un des symboles, celui-ci se mit à pulser. Un rythme bref, trop rapide pour être un battement de cœur, trop lent pour être statique. Mais dans cette pulsation, il entendit quelque chose. Sa propre voix, pas de parole, pas de pensée. Écho derrière sa vue. Un murmure s'échappe de la flamme. Il recula en titubant. Jarn lui attrapa l'épaule mais ne dit rien. Il avait vu la flamme, lui aussi, dans sa chambre, dans son souffle. Il s'enfonce dans les couilles contaminnées, dans les couches façonnées plus anciennes, du fang. La pierre s'est réchauffée. Pas chaud comme la chaleur qui s'élève des feux de forge. Pas chaud comme la respiration en hiver. C'était une pression. Quelque chose s'élevait derrière les murs. Pas la gravité, pas une vibration. L'attente. Ils atteignent la dernière voûte. Il s'agissait autrefois d'une chambre d'observation, d'un endroit où l'on pouvait observer les dérives orbitales de la glace pendant le temps des Wraiths. Aucun document n'indiquait qu'il s'agissait d'un lieu sacré. Elle n'avait pas été ouverte depuis des décennies. La glace a scellé l'arche. Pas le gel de l'extérieur. C'était de la glace d'haleine, celle qui se forme à partir du sang, d'une présence scellée trop longtemps. Morda l'a brisée. Son marteau portait la marque de la flamme fenrisienne. Des runes gravées dans sa tête brillaient faiblement lorsqu'il la battit. La glace se fendit, la porte gémit, et la chambre se révéla. Pierre noire, lisse comme une plaque de guerre, veinée d'eau d'or comme les couloirs derrière eux. L'air était calme, silencieux, mais pas vide. Au centre de la chambre se trouve un brasero, toujours allumé. Sa flamme ne s'est pas éteinte. Un cercle parfait, rougeâtre, plat. La même flamme qu'ils avaient vue dans leurs rêves. Le même regard. Ils l'ont encerclé lentement. Autour du brasero, des fragments d'os sont éparpillés, longs, torsadés, inorganiques. Solane s'agenouille et scrute. Pas des humains, a-t-il dit. Pas Xénos. Rien de ce que nous avons enregistré. Les os présentaient d'étranges stries, des sillons trop fins pour une croissance naturelle, comme s'ils avaient appartenu à quelque chose qui n'était pas né, mais qui avait été façonné. Quelque chose qui avait chassé, non pas en tant que bête ou guerrier, mais en tant qu'arme. Morda s'avança. Ses yeux brillent. Il n'a pas bronché. Il n'a pas cligné des yeux. Mais l'humidité a coulé le long de sa joue, lentement,
et régulièrement. « Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être en deuil ?» demanda-t-il, la voix creuse. Personne ne répond. Volcar tendit la main vers la flamme. Il s'attendait à de la chaleur. Il n'y en a pas. Pas moins. Aucun. La chaleur qui aurait dû les faire reculer a disparu. Et avec lui, tout le son. La flamme était restée. Pourtant, la chambre se refroidit. La pierre sous eux était si froide qu'elle résonnait comme une note grave, trop grave pour les oreilles, mais pas pour les os. Il fait grimper leur épine dorsale, fait trembler leur oreille interne. Puis une voix s'est fait entendre. Pas un murmure, pas des mots. Runes. Des formes marquées dans la pensée, gravées dans la moelle, gravées non pas dans le langage, mais dans la sensation de la flamme, le souvenir de la cendre, le poids d'un nom jamais prononcé à voix haute. Volcar s'agenouille. Les autres restent debout. Leur respiration s'est ralentie. Leurs cœurs se maintiennent. Ils n'ont pas entendu la voix. Il est le seul à l'avoir fait. Il ne provenait pas de la chaîne, pas d'un homme. C'était un vieux feu, celui qui a attendu. Volcar a levé les yeux, et la flamme s'inclina vers lui. Il se tourne vers ses frères. Il avait la gorge serrée, mais les mots venaient sans effort. La montagne se souvient. Dehors, le vent se met à hurler. Il aurait dû sonner comme l'hiver, net et précis. Mais ce n'est pas le cas! Il gémissait dans les couloirs du crot, se courbant vers le bas, comme quelque chose d'immense traînant ses membres sur la pierre. Cela ne ressemblait pas du tout à du vent. La descente commença avant qu'il ne quitte les voûtes supérieures. Quelque chose dans l'esprit des 4 Space Wolves avait déjà basculé vers l'intérieur. Volcar ouvrit la marche, mais ce n'était pas le chemin dont il se souvenait. Les tunnels s'inclinaient légèrement. Pas assez pour être remarqué par ceux qui ne connaissent pas la géographie des Crocs, mais suffisamment pour que le vieil instinct du chasseur s'empare de lui en silence. Morda marchait en second. Sa hache était toujours au fourreau, mais ses jointures étaient devenues blanches le long du manche. Il avait cessé de dormir 2 nuits auparavant. Pas par peur. Les rêves avaient simplement disparu, remplacés par une immobilité blanche qui pulsait derrière ses yeux à chaque fois qu'il clignait des yeux. Ils n'ont pas parlé. Ce n'est pas que les mots manquent. Il n'y avait tout simplement pas de place pour eux. Le tunnel s'ouvrait sur une voûte de moindre importance, non explorée par les archivistes et non bénite par le réclusiam. Aucun document ne nommait sa forme. Aucun rite ne couvrait son ouverture. Mais l'air était chaud, et la neige qui saupoudrait les pierres sous les pieds ne venait pas d'en haut. Elle tombait vers le haut, attirée vers le plafond, comme de la cendre inversant sa mort. La pierre ici n'était pas de Fenris. Il était veiné de noir et ne reflétait aucune lumière. Même la flamme d'une torche semblait absorbée. Volcar se pencha, pressant une main gantée contre le sol. Il s'attendait à du givre, voire à des tremblements. Au lieu de cela, le sol était sec. Pas seulement sec, mais ancien. La texture renfermait une mémoire qui refusait d'appartenir à un monde né dans l'espace réel. Et sous sa paume, un faible bourdonnement. Pas de machine, pas de la chaîne. Un son comme une respiration trop longue. Il se lève et se tourne vers les autres. Les yeux de l'escouade ne sont pas tournés vers lui. Ils étaient fixés sur le mur du fond, où une peinture murale s'étalait en bas-relief. Une bête se tenait là. Wolven dans sa posture, mais mâle dans sa forme. Ses pattes arrière étaient pliées dans une posture de supplication. La mâchoire était ouverte beaucoup trop largement, décrochée sans force. La langue pendait non pas vers le bas mais vers le haut, recroquevillée vers une lune invisible. Les yeux n'avaient pas de pupilles, seulement des sculptures en spirale qui donnaient l'illusion d'un mouvement lorsqu'on les fixait trop longtemps. Kaleg s'est avancé. « Ils ne sont pas de notre famille ?» Il l'a dit sans émotion, plus par observation que par avertissement.
Volkar acquiesça. Il avait vu cette forme une fois, il y a longtemps, dans une ruine perdue au fin fond d'Assaheim. Pas gravé, rêvé. Une vision qu'il avait enfouie dans le silence. Il réalisait maintenant que le rêve n'avait pas été envoyé. Il s'en était souvenu. Un grattement est alors apparu. Pas très net. Une traînée basse, comme de la fourrure sur de la pierre. Ils se sont retournés à l'unisson. Au bord de la voûte se trouve un kairan, pas en os, pas de métal. Il était formé de griffes fusionnées, incurvées et enchâssées dans un cône en spirale qui semblait nier les angles. À sa base se trouvait une dalle de la même pierre noire, lisse, ininterrompue. Et à sa surface, superficielle comme un murmure, une seule tache de sang. Encore humide. Volkar s'approcha. L'odeur l'atteignit avant qu'il ne puisse s'agenouiller. Pas seulement du sang familier, fenricien. Il pose une main sur la dalle. La pierre ne résiste pas. Il a donné. Un son creux s'échappe d'en bas, comme si le souffle s'échappait d'une gorge depuis longtemps scellée. La dalle se fend. Les ténèbres s'étendent vers le haut, non pas l'ombre, mais l'absence. Elle rampait le long du plafond, s'enroulant dans un mouvement lent et gracieux, comme si elle se rappelait comment bouger. Sous la dalle se trouvait un escalier d'os fondu, aux marches inégales, façonnées par des mains qui n'étaient pas faites pour la symétrie. Chaque marche portait une rune différente. Aucune ne se répétait. Ils ont commencé à descendre. À chaque pas, l'air devenait plus froid, non pas en raison de la température, mais de la mémoire. Ils traversaient un voile creux qui leur arrachait le souffle. Les mots échouent ici, non pas à cause du silence, mais parce que l'espace refuse de les porter. Ils atteignent la base. Un dôme s'étendait au-dessus d'eux. Il était immense, impossible à mesurer à la seule vue. Le plafond était sculpté pour ressembler à la surface de Fenris, inversée et pleine de flammes. Aucune carte ne correspondait au contour. Des océans là où il devrait y avoir de la pierre, des tempêtes là où il devrait y avoir du silence. Au centre se trouve un monolithe. Il n'a pas été fait. Il s'est développé, torsadé et haute, noire avec des veines de mémoire rune. Elle pulsait quelque chose de plus vieux que la vie. À sa base se trouvaient des jetons, anneaux, armes, fragments d'armure. Certains étaient marqués du loup, d'autres de sigles depuis longtemps interdites d'utilisation. L'escouade avance sans commandement. Chacun a atteint la base. Volkar s'est agenouillé. La flamme derrière sa vue commença à grandir. Pas le feu, une chaleur d'objectif. Il pose une main sur le monolithe. Pendant un instant, il n'était pas sur Fenris. Il était en orbite, au-dessus d'un monde qui ressemblait au sien, mais qui n'en était pas un. Un monde qui hurlait sans surface. Une planète de bouches, chacune psalmodiant au rythme d'un battement de cœur qui façonnait le vide. Il a halté, renvoyé. Les autres le regardent. La voix de Kaleg était rude. « Vous appelez toujours ce lieu saint ?» Volkar ne répond pas. À l'extérieur de la voûte, la neige s'est remise à tomber, et loin au-dessus, le fang ne tremblait pas, mais il respirait. Ils ne revinrent-ils pas par le même chemin? L'escalier d'os derrière eux s'était plié dans la terre. Pas effondré, il s'est retiré, comme un souvenir qui choisit de s'éteindre. La voûte de pierre noire s'est refermée sans bruit, et la rune qui la marquait s'est ternie en cendres sous leurs pieds. Aucun gardien de serment ne les avait suivis. Aucun rite ne les avait guidés. Les crocs d'en haut n'avaient pas remarqué qu'ils étaient partis. Dans la salle des Skalds, le feu s'est éteint. Non éteint. Remplacé. Une nouvelle flamme brûlait, basse et pâle, pas orange, pas bleu. Quelque chose entre les deux, un mince et pâle scintillement qui donnait de la lumière mais pas de chaleur. Sa lueur remplissait la pièce de longues ombres. Celles-ci s'étiraient et se courbaient sans direction, imitant les mouvements que personne ne faisait. Aucun des anciens n'a parlé.
leurs langues se démangent en silence. Volcar se tenait dans un coin, sous les grandes défenses du trône de chasse de Ross. Il les observait tous, les Skalds, les gardiens de la tradition liés par le serment, les chanteurs de la lignée. Chacun refusait de regarder vers le foyer, pas par peur, par souvenir. Il y avait quelque chose dans le feu qui leur rappelait une histoire qu'aucun n'avait racontée, une mort qu'aucun n'avait nommée. Grévy, le plus âgé d'entre eux, prend place sans son bâton. Cela n'était pas arrivé depuis 2 siècles. Il se racle la gorge une fois, puis une autre, et ferme les yeux. « Ce que nous ne chantons pas, disait-il, attend toujours d'être rappelé. » Les autres sont restés immobiles. Aucune censure n'a suivi. Pas de chant, pas de hurlement pour marquer le début d'une saga. Juste la voix fluette d'un homme trop vieux pour avoir peur. Il était une fois un silence sous Fenris, plus vieux que Ross, plus vieux que l'homme, plus vieux même que les bêtes que nous nommons aujourd'hui par fierté. Il ne se nourrissait pas, il ne bougeait pas, il ne haïssait pas, il attendait, pas dans l'obscurité, mais dans la mémoire, là où personne ne peut l'enterrer sans se souvenir de la forme de sa tombe. Les ombres vacillent. Grévy a poursuivi. Lorsque les premiers chasseurs sont arrivés, avant la flamme de l'Allfather, avant que le premier loup de pierre n'arrache le croc à la chair, ils ont trouvé un chant dans la glace. Pas des mots, pas même un son, juste un rythme, un battement de cœur en forme de hurlement. L'un des plus jeunes Skalds se mit à trembler. Il porta sa main à sa bouche. Du sang coulait le long de sa paume, pas à cause d'une blessure, mais de la morsure d'un nom. Grévy ouvre les yeux. Nous n'avons jamais chanté toute la saga, non pas parce que nous la craignions, parce qu'elle ne s'est jamais terminée. Elle ne pouvait être racontée sans terminer ce qu'elle avait commencé. Kaleg sortit de l'ombre. Quel est son nom? Grévy le regarde comme de très loin. Il n'en porte pas un, c'est le nom qui en porte d'autres. Volcar se tourne vers le feu. Sa forme avait changé, pas soudainement. La courbe de la flamme ressemblait maintenant à une bouche, ouverte mais qui ne parlait pas. Un rictus creux pris dans une respiration lente. Il a chuchoté. Pourquoi maintenant? Grévy répond sans se retourner. Parce que quelque chose s'est souvenu de nous. Le silence qui a suivi n'a pas été complet. Un son lent s'éleva de quelque part sous les pierres de l'âtre. Pas un hurlement, une traînée profonde et humide, comme si quelque chose avait commencé à se tirer vers l'avant. Volcar s'approcha du bord de la flamme et posa sa main sur la lumière. Le feu n'a pas brûlé. Il s'est refroidi. Il a vu, non pas à travers la flamme, mais en elle. Les visions ont bougé. Pas de l'avenir, d'un passé non revendiqué. Le croc tel qu'il était autrefois, une montagne brute dont la base est enveloppée par la tempête et le vent hurlant. En son centre, une fosse, creusée non par l'homme ou la bête, mais par la mémoire qui s'effondre pour prendre forme. En son sein, des chiffres. Pas les loups, pas des hommes, des formes musclées, aux membres trop longs, avec des visages sans yeux. Leurs bouches s'ouvraient lentement. Dans chacune d'elles, une deuxième bouche. Et à l'intérieur de celle-ci, la forme d'une rune. Une rune qui scintillait dans toutes les langues qu'il avait prononcées. Volcar recula en titubant. Le feu est revenu à la normale. Personne n'a bougé. Dehors, le vent s'est levé, et avec lui, les hurlements ont repris. Cette fois, elle est venue d'en bas. Les voûtes ont tremblé. Pas par la force, avec le chagrin. Les pierres pleurent en silence. Grévy s'est levé. Il se tourne vers la flamme et lève les bras, non pas en signe de louange, mais de reddition. « Nous n'avons jamais chanté la fin », a-t-il déclaré. Et tandis que le hurlement s'intensifiait, Volcar sut, il le ferait. Lorsque le croc a été levé pour la première fois au-dessus de la colonne vertébrale d'Assaheim, la terre a poussé des cris. La montagne n'a pas cédé de bon gré.
Ses os résistaient, la pierre se fendait avec des échos qui n'imitaient aucun rythme tectonique. Même les Fenrisiens au sang de fer, endurcis par des siècles de survie, savaient que cette terre n'était pas seulement façonnée par la violence, mais qu'elle s'en souvenait. La glace s'écoulait de l'intérieur, le froid ne naissant pas de la température, mais d'une pression qu'aucune loi terrestre ne pouvait mesurer. Aucun prêtre de fer n'a consigné la façon dont le gel s'est accroché à leurs membres au cours des premiers jours. Aucun skald n'a gravé les avertissements qui se sont inscrits dans les voûtes scellées et les cavernes noires. Et les prêtres des runes ne disaient pas ce qu'ils entendaient. Ils se tenaient au seuil de la montagne et écoutaient. C'est tout ce qu'ils ont fait. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Et maintenant, le pouls est revenu. Volcar se tenait à l'entrée de la descente. Sa main effleura la voûte rune enchâssée dans l'arche. Une voûte plus ancienne que le chapitre, plus ancienne que l'impérium, plus ancienne peut-être que Fenris elle-même. Ce n'était pas un sceau, ce n'était pas une protection, c'était une mémoire qui attendait d'être touchée à nouveau. 3 personnes suivaient derrière lui. Kaleg, robuste et sinistre. Morda, le berserker aux yeux sauvages dont la voix s'était assagie à chaque rêve. Et Grévi, l'orateur de saga dont le feu n'avait pas faibli depuis que la salle des Skalds avait pleuré. Il y avait des endroits sous le croc que le chapitre ne nommait pas. Aucune carte n'indiquait ces couloirs, aucun rite ne sanctifiait leurs salles. Certains étaient fermés par accident, d'autres par instinct. Tous les 4 franchissent donc les seuils sculptés et pénètrent dans les sanctuaires gris. Ils traversent hors de portée de la lumière qui vacille au gré des besoins humains. Ici, aucune torche n'est allumée. Aucun esprit machine ne ronronnait. Et le silence n'était pas tranquille. Il écoutait. Chaque respiration, chaque pas, revenait comme une pression derrière le crâne. Pas d'écho, pas un reflet, mais une présence. Des dents de pierre encadraient leur passage, pas sculptées. Elles ont poussé. Le basalte et l'ardoise se tordaient en spirale naturelle, rétrécissant le chemin à chaque pas. La formation semblait délibérée, mais ne portait aucun signe d'outil ou de chaleur. Chaque torsion était un rétrécissement de l'espace, de la pensée, de la possibilité. Plus ils avançaient, plus leur sens automatique s'effondrait. Pas en panne, pas perturbé. Ils cessaient simplement de fonctionner, comme s'ils ne savaient plus comment interpréter ce qui les entourait. Auspex ne lisait aucune masse. Le Vox ne transmettait aucun signal. Les biocapteurs ont reculé. Kaleg murmura qu'il pouvait entendre les battements de son propre cœur se répercuter de manière erronée. Pas inversée, pas décalée, mais réécrits. Ces mots se perdirent dans le givre. Au bout du couloir, la pierre cède la place à quelque chose de plus ancien que la forme. Le plafond s'ouvrait au-dessus d'eux sur une caverne vaste et silencieuse. Le sol s'inclinait vers le bas, encadré par des murs qui brillaient faiblement de froid. Non pas l'éclat de l'eau ou du givre, mais la mémoire minéralisée en quelque chose qui pulsait. Un rythme grave emplissait l'espace. Pas celui de l'air, du sens. Volcar s'est avancé. La pierre sous ses bottes ne craqua pas. Elle réagit. Sous ses pieds, les runes se déplacèrent. Pas visiblement, pas à voix haute. Seulement dans la sensation. Chaque mouvement alourdissait le poids de son objectif, le resserrait. Pas comme le destin, comme la gravité. Cet endroit n'était pas seulement vieux, il était lourd d'intention. Morda toucha le mur et tressaillit. Sa main recula comme si elle avait été brûlée, mais sa peau ne portait aucune marque. Une couche de poussière s'accrocha à son gant. Il la gratta pour la dégager. La poussière scintillait faiblement, ni argent, ni or. De la poussière d'os. Elle ne provient pas d'une créature ou d'un cadavre. De la terre provenant de quelque chose d'autrefois vaste, d'autrefois vivant, d'autrefois encore pensant. La chambre s'est ouverte plus largement. En son centre se trouvait un bassin circulaire et peu profond,
taillées dans une seule plaque d'obsidienne bordée d'ivoire fondu. Des runes en entouraient le bord, certaines fenrisiennes, d'autres terriennes, mais la plupart d'entre elles échappaient à la langue et à l'écriture. Volcar n'en reconnaissait aucune, mais les comprenait toutes. Il ne s'agissait pas d'une langue, mais d'une mémoire. Une mémoire qui n'était pas la sienne, mais qui était connue. Grévy s'approcha le premier. Il eut le souffle coupé. Pas de peur. Il se souvenait d'une chose qu'on ne lui avait jamais dite. Il s'agenouilla à côté du bassin et posa sa paume sur le bord. Pas de contact, pas de pression. Seulement la proximité. Et pourtant, le bassin réagit. Son intérieur scintillait comme du verre chauffé, mais n'émettait aucune chaleur. Volcar le rejoint. À l'intérieur du bassin, aucun liquide n'attend. Pas d'huile, pas de flamme, c'était sec. Mais dans la courbure noire, quelque chose bougeait. Une forme s'est mise à scintiller, puis une autre. Ce n'était pas un reflet, pas de la lumière, une histoire, une suite d'événements qui ne vivaient que dans les eaux de la montagne. Le loup qui n'est pas. Sa forme n'était pas claire, non pas cachée, mais indescriptible. Une partie d'ombre, une partie de son. Ses mouvements faisaient écho au geste d'une créature dotée de membres, de souffle et de faim, mais elle n'avait pas de chair, pas de dents, pas d'yeux. Là où l'on aurait pu trouver des organes, il n'y avait que du rythme. Et en son centre, des bouches. Pas singulières, pas superposées. Des bouches dans des bouches. Chacune portant une rune. La même rune répétée à l'infini, formant une spirale trop complexe pour être dessinée. Cette rune n'avait pas de nom. Pourtant, elle régit toutes les langues parlées dans les Fang. Morda chancela. Le bassin ne l'avait pas touché, mais ses os se souvenaient. Sa voix se brisa. Il prononça un nom qui ne lui avait jamais été donné. Pas le sien, mais un nom issu de la saga et du sang. Un nom né avant que Fenris ne soit nommé. Volcar tendit la main vers le bassin. Ses doigts effleurèrent le bord. Pas de douleur, pas de chaleur, seulement une sensation. Une pression s'installa derrière ses yeux. Le monde se rétrécit, puis se fissura. Il a vu les premiers Fenrisiens. Pas des guerriers, pas même des tribus, juste des silhouettes, courbées dans la glace, errant sous des aurores qui ne connaissaient pas de direction. Ils ne chassaient Nova. Ils fuyaient, pas devant des bêtes. D'un silence. Une chose qui se déplaçait en rythme. Pas des pas, pas de rugissement. Juste un souffle. Une forme faite de faim qui ne mangeait pas. Elle buvait des noms. Et à chaque fois qu'il les atteignait, des histoires mouraient. Pas des personnes, pas des vies, des histoires. Des générations entières oubliées, non enterrées, effacées. Aucune saga ne les a chantées. Aucune cendre n'a brûlé pour elles. Le silence avait consumé l'âme, et l'âme était faite de contes. Il sursauta et tomba à la renverse. Caleg le rattrapa. Derrière d'eux, la chambre émet des pulsations. La lueur s'affaiblit légèrement. Au-dessus de leur tête, de la poussière tombait, pas au hasard. Elle tombait en motifs, comme des runes brûlées dans la cendre. Le plafond n'était pas en pierre, c'était un os. Ils ne sont pas entrés dans une chambre, ils sont entrés dans un crâne. Un crâne si grand que ses dimensions défient à eux l'échelle, son os calcifié en minéral, ses creux intérieurs gravés avec un langage d'oubli. Le bassin repose dans sa bouche. La pierre se remet à bourdonner. Grévy se leva. Sa voix rompit le silence. Ce n'est pas un lieu construit par la mémoire. C'est un lieu qu'il a construit. Volcar se tourna vers le mur. Des runes s'épanouissaient vers l'extérieur. Chacune d'entre elles marquait une saga qui n'était plus racontée. Il en reconnaissait certaines. La campagne de son mentor lors du soulèvement des griffes de la tempête. Un raid sous la glace brûlante du gouffre de Treigir. D'autres, il ne les avait jamais entendues.
et pourtant son corps les connaissait. Elles dansaient dans son sang comme une honte héritée. Une spirale se déploie sous leurs pieds, non visible, sensorielle. À chaque battement de cœur, de nouvelles séquences émergent, non chronologiques, non linéaires, entrelacées. Volcar s'est enfoncé dans la spirale. Il a vu la bataille pour Cadia, mais le ciel ne portait pas de navire. Le vide chantait sans guerre. Puis un miroir de Fenris, sa surface couverte de flammes, en orbite autour d'un second soleil fait de bouches. Puis le Fang lui-même, inversé, reposant sur un océan de cendres qui hurlait. La spirale l'attire vers le bas. Et dans cette descente, il s'est rendu compte que ce n'était pas un souvenir. C'était une répétition. Le croc avait été préparé à se souvenir de quelque chose, avant même que cela ne se produise. Il l'avait attendu. Il avait façonné ses chambres, son silence, ses os, pour recevoir une histoire qui n'était pas encore arrivée. Et maintenant, c'était fait. Volcar s'est retourné. Kaleg s'agenouilla au pied du bassin, les yeux vides mais ouverts. Morda murmurait des noms qu'il n'avait jamais appris. Grévy se tenait immobile, mais son ombre s'était inclinée dans le mauvais sens. Ils étaient en train de changer. Pas physiquement, intérieurement. Leur présence s'était alignée sur le rythme de la montagne, pas par fatalité, par un accord. Aucun d'entre eux n'en sortira inchangé. Volcar a levé les yeux. Le plafond scintilla à nouveau. Une bouche s'ouvrit dans la pierre. Pas mécaniquement, comme si la mémoire avait soupiré. Et c'est de cette bouche que sortit le hurlement. Il n'a pas rugi. Il n'a pas crié. C'était tout simplement le cas. Il remplit l'espace entre les respirations. Il vivait dans l'espace derrière la pensée. Il a toujours fait partie d'eux. Ils avaient simplement oublié. Il est temps de se souvenir. Volcar s'avança au centre de la chambre du crâne et prononça la rune à haute voix. Pas phonétiquement, pas verbalement, mais en essence, par le biais d'un souffle en forme d'histoire. Et la montagne a écouté. Ses os se sont déplacés. Un couloir s'ouvre. Ce n'est pas nouveau, juste découvert. Il se tourne vers ses frères. Ils ont suivi. Et la descente continue. Il se tenait seul dans le creux de la montagne, pas seulement dans le croc, mais sous son souffle, là où le gel avait oublié de s'accrocher et où la mémoire était plus lourde que la pierre. Le vent soufflait à travers les crevasses brisées, un murmure en forme de lame, fin et délibéré, un son qui avait moins à voir avec l'air qu'avec les choses perdues sous lui. Il n'y avait pas de runes ici pour marquer un avertissement. Aucun sanctuaire ne l'accueillait. Aucune pierre de serment ne gardait le chemin. Il n'y avait que la pente incurvée d'os trop vieux pour être nommée, fusionnée en arche et en alcôve, et le poids du souffle non exprimé par ceux qui avaient autrefois emprunté ce chemin et qui avaient choisi le silence à la place. La chambre ne portait pas de nom dans les archives des Crocs, mais elle avait une forme, et cette forme parlait. Pas avec des mots, en pression, en rythme, dans l'immobilité de l'air entre les battements de cœur. Elle accueillait non pas par un geste, mais par la façon dont elle ne résistait pas. Volcar franchit le seuil, et bien que ses bottes touchent dans la pierre usée par le gel, il ne ressentit aucun froid. Le froid ici n'était pas physique. Il s'était installé depuis longtemps dans la moelle de la montagne, dans les veines de la pensée, là où la chaleur ne pouvait pas atteindre, parce qu'elle n'était jamais née. Autour de lui, les murs s'incurvaient vers l'intérieur et vers le haut en une courbe impossible. Des glyphes s'étiraient le long de leur surface, faibles et sinueux, comme des veines de fer dans un vieil os. Ils pulsaient à un rythme plus lent que la respiration, plus lent même que le temps, un motif plus ressenti que vu. Les runes n'étaient pas toutes fenrisiennes. Certaines portaient des fragments de protoglyphes terriens. D'autres faisaient écho aux gravures tombales que l'on trouvait autrefois dans les déserts noirs de Mars, bien qu'elles fussent encore plus anciennes, vierges de toute mémoire humaine
et de toute main connue. Elles n'ont pas été gravées pour les yeux. Elles étaient destinées à être mémorisées par quelque chose de plus profond, quelque chose qui vivait sous le langage. Volcar avança, et le sol se déplaça sous lui, subtilement, comme si la chair se souvenait qu'elle avait été chaude. Il ne cédait pas, mais résistait juste assez pour que chaque pas soit un acte de reconnaissance. Il sentit son souffle se faire plus court, pas à cause de la fatigue, de la résistance. L'air poussait contre ses poumons, non pas par son poids, mais par son âge, comme s'il avait été respiré auparavant par d'autres personnes enterrées depuis longtemps et qu'il n'acceptait pas le changement. Derrière lui, il n'y avait aucun bruit, et pourtant, il n'était pas seul. Le silence s'inclina légèrement, non pas brisé, mais ajusté, comme s'il reconnaissait plus d'une présence à présent. Morda et Kaleg sortirent dans des voûtes latérales, s'approchant sans mot dire, l'armure terne et couverte de poussière, de la couleur de la cendre ancienne, celle que l'on trouve dans les tombes qui se sont refermées sur elles-mêmes. Leurs expressions étaient indéchiffrables, mais leurs yeux avaient changé. Ils contenaient quelque chose maintenant. Un écho, peut-être, ou un souvenir qui n'avait pas été le leur avant qu'ils ne parcouraient les voûtes inférieures. Ils ne regardèrent pas Volcar, ils regardèrent le centre de la chambre. Là, le sol se dérobe en une lente spirale circulaire, un escalier taillé non par l'outil mais par la pression, chaque marche étant un anneau de pierre lisse, descendant dans une obscurité qui palpite comme un souffle trop longtemps retenu. Aucune lumière ne marquait sa profondeur, aucune flamme ne pouvait éclairer ce qui se trouvait en dessous, mais quelque chose dans cette obscurité bougeait, lentement, comme si elle expirait. Volcar s'approcha de la première marche. La pierre était chaude, non pas de chaleur mais d'intention, comme si quelque chose d'enfoui depuis longtemps commençait à bouger. Il regarda vers le bas et ne vit pas de fond, seulement la courbe de la descente et la pression de l'attente. Sans un mot, il commença à descendre. Les autres suivirent, non pas en tant que coéquipiers ou guerriers, mais en tant que témoins, leur silence n'étant plus choisi, mais exigé par le chemin lui-même. L'escalier tournait lentement, s'enroulant comme un souvenir que l'on déroule, chaque rotation les entraînant plus profondément dans le souffle de la montagne. L'air se réchauffait, mais pas de manière confortable. Il s'épaississait, s'alourdissait d'un parfum de vieux fer et de feu mouillé, celui que l'on trouve dans les navires brisés par la pression de la mer, ou dans les tombes scellées par la chaleur plutôt que par la pierre. Leurs armures s'alourdirent, pas à cause du fardeau, de la résonance. Chaque plaque semblait vibrer doucement, non pas sous l'effet de l'impact, mais sous l'effet de la mémoire. À la base de la spirale, ils trouvèrent non pas une pièce, mais un espace où l'architecture avait capitulé. La chambre se courbait comme un dôme, lisse et parfait, éclairé de l'intérieur par une lueur qui pulsait sans source. Sa lumière ne tombait pas comme une illumination, mais planait, s'accrochant à l'air comme un souffle trop timide pour quitter les poumons. Au cœur de la chambre s'élevait un sarcophage qui n'était ni de conception astartès, ni impériale, ni extraterrestre. Il reposait sur un socle en forme de mâchoire ouverte de loup, et ses côtés portaient une seule rune, répétée en spirale de plus en plus large. Une rune sans nom, sans correspondance dans la voûte ou la mémoire. Et pourtant, tous les trois la reconnurent. Il les avait attendus. Volcar s'avança, et la chambre s'ajusta, non pas en mouvement mais en attente, comme une pensée tournée vers son interlocuteur. Son souffle ne résonna pas, mais son pouls si. Il résonnait doucement dans sa poitrine, s'alignant sur un second battement juste en dessous, un rythme qui n'était pas le sien, mais qui lui était familier. Le sarcophage scintillait légèrement, non pas de lumière, mais de présence. Sa surface n'était pas en métal, pas de la pierre, quelque chose d'autre, dense, patient et à l'écoute. Il posa une main dessus. La rune sous sa paume pulsa une fois, lentement et délibérément, comme si elle confirmait une chose convenue depuis longtemps.
Morda s'approcha de lui. Ses yeux s'étaient mis à pleurer, mais pas de chagrin. Quelque chose dans la chambre le remplissait, l'inondait. Une présence qui se déplaçait comme une mémoire libérée de la douleur. Kaleg se tenait à l'écart, murmurant des prières dans des langues qui n'étaient pas les siennes, des mots tirés de sagas jamais chantés. Le couvercle du sarcophage s'est déplacé, pas avec du bruit, avec de l'argent de poche. Elle s'est ouverte sans mouvement, révélant non pas un corps, mais un espace. Pas creux, pas vide. Une forme formée par l'absence, par un souffle trop long, par un hurlement jamais poussé. La cavité à l'intérieur pulsait doucement, non pas en couleur mais en rythme. Aucun cadavre n'y reposait, aucun artefact, juste le poids d'un non-dit. C'est de cet espace que provient le son. Un hurlement, mais sans voix. Une présence, en forme de son, mais sans vibration. Il n'y a pas eu d'écho. Il ne sonnait pas. Elle remplissait l'espace entre les battements de cœur, entre les pensées, entre ce qui pouvait être connu et ce qui avait toujours été. Il atteignait l'intérieur d'eux-mêmes, non pas pour prendre, non pas pour blesser, mais pour réveiller quelque chose d'enfoui, non pas dans la chair, mais dans l'espace où leurs histoires s'étaient terminées et n'avaient jamais été racontées. Le hurlement n'était pas un plaidoyer ou une douleur, ce n'était pas de la peur, c'était de la reconnaissance. Volcar recula en titubant. Pas par peur. À partir de l'arrivée, il le sut alors comme les autres. Ce n'était pas la crypte d'un guerrier, ce n'était pas le sanctuaire d'un dieu oublié. C'était une matrice, façonnée par le silence et remplie du souvenir de quelque chose qui n'avait jamais été autorisé à naître. La rune n'était pas un nom, c'était un souffle, une forme qui ne pouvait être prononcée que par ceux qui avaient choisi de rester dans l'ombre. C'est alors qu'il a vu le Fang, pas comme une forteresse, en tant que navire, une montagne qui se développe autour d'une plaie, une carapace construite par instinct pour couvrir le hurlement. Et le hurlement avait attendu. Dehors, le vent frappa les sommets les plus élevés, et pendant un instant, le hurlement résonna dans le Fang. Non pas comme un vent, non pas comme une bête, mais comme le souvenir d'un souffle retenu. Aucune oreille ne pouvait remonter à sa source. Aucune âme ne pouvait ignorer sa forme. Volcar se tourna vers le sarcophage. Il n'a pas parlé. Il écouta. Les autres s'agenouillent. Pas par adoration. De la prise de conscience. La pièce de Tzalkres s'est assombrie, non pas à cause de l'ombre, mais à cause de la saturation. La lumière s'était infiltrée en eux, dans les os, les serments et la mémoire. Ils l'ont senti. Chaque histoire qu'ils avaient chantée, chaque saga, chaque mot de triomphe et de douleur. Tout cela enregistré non pas dans la voix, mais dans le souffle qui les avait portés. Et maintenant, ce souffle est revenu. Le hurlement s'amplifie. Pas dans le son. En vérité. Et le Fang se remit à respirer. La neige tombait en spirale, sans précipitation, sans poids, mais comme si elle se rappelait comment atterrir. Chaque flocon tournait une fois, puis une autre, avant de se poser sur une pierre longtemps épargnée par la tempête. Les crêtes supérieures des Fang restaient immobiles sous le mince voile du ciel, leurs mâchoires gelées, à moitié enfouies dans un blanc haletant. Rien ne bougeait. Aucune fumée ne s'échappait des feux de garde. Aucun pas ne se frayait un chemin à travers les nuages. La forteresse monastère des Velka-Fenrika n'était pas morte. Elle n'avait pas dormi non plus. Elle avait écouté et maintenant elle veillait. Du flanc de la montagne émerge une silhouette. Seule. Volcar. La silhouette du prêtre perça la dernière arche de la ligne de givre où les veines de pierre pulsaient faiblement au rythme de l'absence de lumière. Le tunnel derrière lui s'était refermé. Pas de cliquetis de métal, pas de rune de fermeture. La pierre était simplement redevenue immobile,
Ce qui avait été une descente n'était plus qu'un passage, disparu, comme si la mémoire avait effacé sa forme plutôt que sa présence. Il s'avança lentement, le souffle court, les yeux s'encillaient. Ses fourrures étaient lourdes, recouvertes d'une couche de givre qui n'avait pas fondu sur sa peau. La neige ne s'accrochait pas à lui. Elle l'attendait, et elle tombait derrière lui différemment qu'auparavant. Il marchait sans escorte. Aucun loup ne marchait à ses côtés. Aucun frère ne suivait son sillage. Là où 3 étaient descendus dans la racine creuse du monde, un seul en était sorti. Mais il n'y avait pas eu de mort. Il ne portait pas de bande de deuil. Son armure était intacte. Son pouls était régulier. Pourtant, quelque chose avait disparu, non seulement dans le corps, mais aussi dans le son. L'air ne se pliait plus autour de son passage, comme il l'avait fait auparavant. La montagne avait accepté quelque chose en elle, et ne lui avait rendu que ce dont elle avait besoin pour terminer le récit. Les couloirs extérieurs du croc l'accueillirent par le silence, et non par l'abandon. Les runes gravées dans les murs de glace n'étincelaient plus à son approche. Elles s'assombrissaient doucement, de la même manière que les yeux s'abaissent en signe de révérence lorsqu'une vérité trop grande est passée. Les feux autrefois allumés pour se réchauffer vacillaient, mais ne brûlaient pas. Aucun charbon ne s'agitait, aucune cendre ne parlait. La chaleur n'avait pas disparu. Elle avait simplement choisi de ne pas se manifester, comme si les salles savaient que ce n'était pas un endroit pour les flammes. Pas encore. Volcar franchit la frontière intérieure du Reclusiam sans mots ni offrande. Aucun prêtre n'est venu à sa rencontre. Les statues de Ross et de ses fils ne pleuraient pas de givre. Leurs visages semblaient plus doux maintenant, usés non par le temps, mais par quelque chose de plus ancien. Leurs yeux ne suivaient pas. Leurs lames ne brillaient plus d'un éclat de givre cérémoniel. Quelque chose dans leur posture, pourtant de pierre, semblait moins défiant, plus résolu. Comme si ce qui avait sommeillé sous eux avait toujours rendu leur saga possible. Il passa sous la porte du loup et s'arrêta, une seule fois, sous le croc de fer sculpté par le premier Siald à l'âge du feu. La bouche au-dessus avait déjà été ouverte dans un hurlement. Aujourd'hui, aux yeux de Volcar, elle écoutait. Le hurlement résonnait toujours, mais seulement vers l'intérieur. La pierre avait entendu quelque chose de trop vaste pour être transformée en chant, et maintenant elle gardait ce secret avec fierté, et non avec crainte. Les voques-chambres attendaient dans l'immobilité. Les panneaux d'acier doré brillaient de runes dormantes. Aucun message n'était diffusé. Aucune convocation ne clignotait. Le chapitre n'appelait pas ses proches. Il ne répondait pas non plus au rythme de l'impérium. Pour la première fois depuis des siècles, la liste de Vox n'affichait aucun nom en attente de transmission. Aucun serment en attente de renouvellement. Une seule rune qui brillait faiblement. Le propre de Volcar. Il posa une paume sur la console. Celle-ci ne répondit ni par une salerte, ni par une séquence, mais par un souffle. Une lente pulsation palpitait sous l'interface, comme un second battement de cœur réglé sur le silence. Sous sa main, le métal s'adoucit, non pas dans sa texture, mais dans sa reconnaissance. Comme si la console l'avait attendu spécifiquement, non pas en tant que prêtre, non pas en tant que guerrier, mais en tant que témoin. Une deuxième rune scintilla à côté de la sienne. Elle n'était pas cataloguée. Il n'avait pas de nom dans les registres de la saga. Aucun seigneur loup ne portait sa forme. Mais il était vieux, assez vieil pour porter le goût de la première langue, quand l'homme parlait encore à l'instinct et que les étoiles écoutaient sans besoin de logique. La rune était incomplète, pas cassée, pas défectueuse. Elle attendait son dernier coup. Et Volcar ne l'a pas terminée. Il se retourna et sortit de la chambre. La porte est restée ouverte. La console se mit à pulser une fois de plus, avant de s'éteindre. Il passa les voûtes génétiques en silence. Elles ne sifflent pas. Leurs échantillons sacrés sont restés scellés, intacts. Mais un changement s'était produit. Un changement non pas dans la semence génétique,
mais dans l'écho de sa présence. Les lumières zen de la stase clignotaient plus lentement. Les chambres de résonance ne bourdonnaient plus en rythme parfait. Quelque chose s'était modifié, subtilement, intérieurement. Un souvenir s'était réaffirmé. Les sagas n'avaient pas prévu ce moment. Aucun skald n'avait jamais nommé l'endroit où il avait marché, mais il le comprenait maintenant. Le croc n'était pas seulement construit sur une légende, il était né de quelque chose de plus profond. Sous les eaux de la pierre d'Assaheim, sous les racines sculptées du loup et de la flamme, il y avait eu une blessure, une absence prise pour un vide, un écho pris pour une origine. La montagne n'avait jamais été que la forteresse de Ross, c'était sa chambre d'écho. Et maintenant, l'écho a répondu. Volcar atteignit la salle des Skalds. Elle était vide. Les pierres parlantes ne résonnaient pas de saga. Aucun feu ne brûlait dans la fosse centrale. Le siège de Grévy était nu, son bâton reposant à côté, droit et intact. La chaîne de saga qui drapait autrefois le mur s'enroulait doucement sur le sol, ses maillons n'étant plus lourds. Les runes, autrefois chaudes au toucher, scintillaient faiblement. Comme si les histoires qu'elles avaient autrefois portées s'étaient achevées. Ou bien ils sont passés à autre chose. Volcar s'avança et posa une main sur le panneau de pierre le plus proche. La pierre ne répondit ni par la voix, ni par la vision. Au lieu de cela, elle dégagea une chaleur, brève, calme, comme le souffle d'un conteur terminant son dernier vers. Il passe devant la galerie des ancêtres. Toutes les statues ne sont pas restées entières. Certaines s'étaient fissurées à la barre, d'autres avaient entièrement perdu leur givre, leur visage humide d'une fonte qui n'avait jamais coulé. L'une d'entre elles, la plus ancienne, dont le nom avait été gravé depuis longtemps, sur ordre du Conseil des loups, se tenait debout, renaissante. Son visage était encore incomplet. Sa pose restait humble. Mais une nouvelle rune marquait la base du socle. Une rune qui correspondait au bord du bassin. Volcar acquiesça, non pas à la statue, mais à l'absence qu'elle marquait. Il poursuivit sa route. Dehors, le vent ne hurle plus. Il a respiré. Il s'avança au-delà du front de la montagne, là où l'horizon s'étendait, large et noir, sous le scintillement de l'aurore. Les mers de Fenris s'enroulaient aux limites de la vision, figées et lisses comme des miroirs d'os. Aucune tempête ne rôdait, aucune étoile ne pleurait. Les lunes passaient au-dessus de nos têtes, mais plus lentement qu'auparavant, ou peut-être avec plus de détermination. Leur lumière ne tombait pas. Elle planait. Volcar resta immobile et attendit. L'écho est venu, non pas comme un cri, non pas comme un avertissement, mais comme une confirmation. Une résonance qui glissait entre le battement de cœur et la pensée. Personne d'autre ne l'entendrait. Personne d'autre ne devrait l'entendre. Ce n'était pas destiné au chapitre. Ce n'était pas une saga pour les voix, c'était un souvenir accompli. Le Fang ne s'est pas réveillé. Il s'en est souvenu. Et Volcar était devenu sa langue. Derrière lui, rien ne bouge. La voûte est restée scellée. Le bassin était plongé dans l'obscurité. Kaleg et Morda ne reviendraient pas, non pas parce qu'ils étaient morts, mais parce qu'ils étaient restés. Ils n'étaient plus retenus par leur corps, mais par leur forme, des échos pliés dans le souffle de la montagne. Ils n'étaient pas consumés, ils étaient préservés. Il ne les a pas pleurés, il les a portés. Volcar tourna à nouveau les yeux vers le ciel. Les lunes clignotaient derrière la lumière changeante des nuages. L'espace d'un souffle, l'une d'elles s'assombrit, pas éclipsée, juste silencieuse. Et puis, de dessous la crête, le dernier son a retenti. Pas un hurlement, une respiration, tirée vers l'intérieur, pas à partir des poumons, de l'endroit. Le Fang inspira, pas en tant que structure, comme une mémoire vivante. La neige s'est arrêtée au milieu de la chute. Chaque flocon restait suspendu pendant la durée d'une seconde trop longue.
Et dans cette pause, Volcar sentit le pouls de la voûte derrière ses côtes. Une dernière rune se grava dans la pensée. La saga est terminée, et elle n'avait jamais été chantée. Seule la mémoire est conservée. Seulement maintenant. Seulement ici. Il a fait un pas en avant, non pas vers la destination, mais vers la continuation. Le gel n'a pas résisté. L'air l'accueillit non pas comme un prêtre ou un guerrier, mais comme un parent. Certaines de ces sagas se terminent par un incendie, certains dans la mort. Mais celle-ci s'est terminée par un souffle, et Fenris avait recommencé à respirer.